On est en train de crever de chaud sous des canicules historiques. Pourtant, quand on allume la télé, on entend ça. Les glaces s'arrachent et les ventes ont bondi de 25%. Pour ou contre la clim, prête à tout pour obtenir un climatiseur ou juste un ventilateur devenu des denrées rares. Les écologistes ne sont plus désormais totalement hostiles à la clim. Est-ce qu'on peut pas se dire simplement, bah oui, c'est pas agréable, on fait un effort, ce qu'on faisait jadis, on prend sur soi. Il y avait moins d'épisodes de canicule. Non, dans le sud de la France, il faisait très chaud. Je crois qu'il y a un débat pour savoir quelle est la part de l'impact humain. Il y a un impact humain. Pour le coup, quelle est la part de cet impact? Est-ce que c'est 70%? Est-ce que c'est 25%? On ne sait pas. C'est comme si la majorité des médias faisait exprès d'être dans le déni de l'urgence du changement climatique. C'est exactement ce qui se passe et c'est tout sauf un hasard. Dans un rapport de mai 2025, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Elisa Morgera, affirme que ces 60 dernières années, l'industrie des énergies fossiles et ses alliés ont systématiquement attaqué les scientifiques, diffusé de la désinformation et retardé toute action climatique significative. C'est ce qu'on appelle l'obstruction climatique. Les médias, et notamment les médias français, sont un élément clé de cette stratégie. Dans cette vidéo, on vous explique comment les acteurs de l'obstruction climatique opèrent et ce qu'on peut faire pour riposter. Les premiers débats médiatiques sur le changement climatique et les politiques climatiques commencent à la fin des années 80. Et dès qu'on commence à en parler dans les médias, l'industrie pétrolière et gazière va mettre en place ses stratégies d'obstruction. Il faut dire que c'est elle qui a le plus à perdre. Les énergies fossiles, c'est-à-dire la combustion de charbon, de pétrole et de gaz, elles représentent 90% des émissions mondiales de CO2. Donc elles sont particulièrement ciblées par les politiques climatiques, et ça plaît pas aux patrons des entreprises d'énergie fossile, comme Exxon, Shell ou Total. Parce que plus on encadre la vente et la consommation d'énergie fossile, moins ils peuvent faire de profit. Donc ces entreprises vont mettre en place plusieurs stratégies. D'abord, le lobbying. Elles financent des études scientifiques qui vont dans le sens de leurs intérêts commerciaux. Ensuite, elles utilisent un des leviers les plus puissants qu'elles ont à leur disposition pour influencer l'opinion publique, la publicité. De 1989 à 2010, Exxon achète des encarts publicitaires chaque semaine dans le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal, qui nient la réalité du changement climatique. Comme celui-ci, publié en l'an 2000, qui met en avant une baisse historique des températures dans l'Atlantique Nord. L'industrie du pétrole et du gaz a ouvert la voie en matière d'obstruction climatique, mais selon J. Timmons Roberts, qui est professeur en études environnementales à l'université Brown, beaucoup d'autres secteurs vont se joindre à eux dans cette opération de désinformation, notamment ceux qui composent leur chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire toutes les entreprises qui consomment ces combustibles et qui ont donc intérêt, elles aussi, à freiner la régulation du secteur pour maintenir des marges élevées. Les fournisseurs d'énergie, les constructeurs automobiles, le secteur de l'aviation, du transport maritime, routier, ferroviaire, dont une part importante de l'activité consiste à transporter les hydrocarbures. Les secteurs de la viande et des produits laitiers participent aussi à cette obstruction, étant donné que ce sont deux des branches les plus polluantes de l'agriculture. Donc ces secteurs financent et orchestrent des stratégies pour diffuser leurs éléments de langage dans les médias, influencer l'opinion publique et freiner l'action climatique. Mais pour que cette stratégie fonctionne, encore faut-il que les médias acceptent de jouer le jeu et de diffuser cette désinformation. Et ça, c'est la deuxième étape. Contrôler les médias, c'est contrôler l'agenda politique. L'information, la publicité et le divertissement façonnent la façon dont on perçoit les responsabilités et les solutions. C'est particulièrement vrai pour les médias de masse, ceux qui touchent des millions de gens chaque jour. Ces médias-là participent à créer des normes qui conditionnent notre réaction face au changement climatique. Donc partout dans le monde, les acteurs de l'obstruction climatique vont contribuer à fragiliser l'indépendance des médias pour les rendre plus perméables à la désinformation et ainsi pouvoir plus facilement diffuser leurs éléments de langage à la population. Et c'est ce qui s'est passé en France. En France actuellement, 90% des médias privés sont détenus par 9 milliardaires. Mais ces 9 milliardaires sont surtout des patrons de groupes industriels alliés du secteur des énergies fossiles. Bernard Arnault, par exemple, est le patron de LVMH, premier groupe mondial de l'industrie du luxe. Rodolphe Saadé dirige CMA-CGM, troisième entreprise mondiale de transport maritime en conteneurs. Vincent Bolloré dirige Bolloré Énergie, spécialisé dans la logistique pétrolière. Ce qui signifie que les médias qu'il possède, notamment Le Parisien, Les Échos, Aujourd'hui en France, BFM Télé, RMC, Canal+, Europe 1, vont être particulièrement vulnérables face au récit de l'obstruction climatique. Les directeurs de ces rédactions vont parfois commander aux journalistes des reportages ou des articles favorables à ces entreprises, ou à minima qui passent sous silence leurs responsabilités dans le changement climatique. Leurs journalistes vont recevoir des communiqués de presse provenant d'agences de communication qui défendent les intérêts des entreprises polluantes, et ils n'auront pas forcément les compétences pour identifier ces informations comme trompeuses ou mensongères.
Il existe quand même des garde-fous pour protéger la liberté d'informer des journalistes, notamment les chartes de déontologie, les sociétés des journalistes ou le droit d'agrément qui permet par exemple aux journalistes de se prononcer sur le changement de contrôle majoritaire de leurs médias. Dans les faits, ces garde-fous ne suffisent pas toujours. On en a eu la démonstration quand Off Investigation a révélé que Rodolphe Saadé, qui a racheté BFM Télé en juillet 2024, avait essayé de décourager les journalistes d'enquêter sur son entreprise de transport maritime sans qu'aucune sanction soit prise contre lui. Et si demain il y a un scandale à la CMA-CGM et que ça fait la une de nos antennes, vous réagissez comment? Pas bien. Pas Je ne vais bien, pas vous raconter l'histoire. Considérerais que c'est très agressif de la part d'un des médias qui appartient au groupe d'avoir une attitude agressive vis-à-vis de son actionnaire. Que l'information, on la relate, j'ai pas de problème, et c'est normal qu'elle soit relatée dans la presse ou dans un média audiovisuel, mais il y a manière et manière. En réalité, les lois qui encadrent actuellement la propriété capitalistique des médias produisent de façon structurelle des dynamiques de pouvoir qui sont largement défavorables à l'indépendance des journalistes. Si on regarde statistiquement quels sont les médias qui relayent le plus les récits de l'obstruction climatique en France, on voit que ce sont les médias qui appartiennent aux grands industriels. Selon Quota Climat, pendant la première canicule en mai par exemple, les médias audiovisuels qui ont le moins parlé du réchauffement climatique sont Europe 1, BFM, CNews, TF1 et RMC. Tous des médias qui appartiennent à des industriels. On remarque la même chose dans les médias de presse écrite, même s'ils parlent un peu plus des causes du changement climatique que la télé et la radio. A l'inverse, on voit bien que l'audiovisuel public, qui est indépendant de ces pressions industrielles, parle davantage du climat et de ses causes, même si on peut pas dire que ce soit parfait. L'autre facteur qui fragilise l'indépendance des médias audiovisuels privés, c'est leur dépendance à la publicité pour survivre. En moyenne, plus de 70% de leurs ressources proviennent des recettes publicitaires. Or, les patrons des grands groupes industriels sont aussi les principaux acheteurs d'encarts publicitaires, donc ils peuvent utiliser cette relation commerciale pour influer sur ce qui sera publié ou non dans les autres médias. Par exemple, en 2012, quand Libération publie un portrait très critique sur Bernard Arnault, le milliardaire décide de retirer ses encarts publicitaires des pages de Libération. Le journal perd 700 000 € de recettes potentielles selon Le Monde. Un moyen de dissuader les journalistes de Libé d'enquêter sur l'impact environnemental de LVMH. Et avant même qu'il y ait ingérence dans le traitement de l'information, il peut y avoir une autocensure des journalistes qui veulent préserver leur emploi. Et quand les journalistes de médias indépendants osent enquêter sur ces entreprises, elles ont recours à diverses tentatives d'intimidation et à des procédures judiciaires qu'on appelle des procédures bâillons. La concentration des médias en France entrave la production de reportages d'investigation qui permettraient de mettre en lumière les causes profondes et les impacts du changement climatique et de révéler les stratégies d'obstruction. Elle oblige aussi les journalistes à travailler toujours plus vite, avec de moins en moins de moyens, voire à utiliser l'intelligence artificielle pour coller aux objectifs de rentabilité. On pourrait se dire que c'est un peu mieux sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, les plateformes numériques sont tout autant visées. Un rapport de 2022 du Center for Countering Digital Hate a estimé que Google a perçu à lui seul 23 millions de dollars entre 2020 et 2022 de la part des 5 plus grandes compagnies pétrolières mondiales pour avoir diffusé leur publicité. Meta, qui détient Facebook et Instagram, a aussi autorisé des entreprises d'énergie fossile à diffuser des publicités trompeuses, alors même qu'elles étaient dénoncées par leurs propres équipes de fact-checkers. Selon la coalition à but non lucratif Climate Action Against Disinformation, la désinformation est désormais un sous-produit garanti, voire un élément central des modèles économiques des entreprises de réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les médias traditionnels, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, les campagnes de désinformation se déploient à très grande échelle et touchent un public très vaste. Maintenant qu'on sait comment ils s'y prennent, reste à se demander quels messages ces acteurs font passer pour entraver les politiques climatiques. Des années 80 jusqu'au début des années 2000, leur principale stratégie consiste à minimiser ou nier le consensus scientifique. Et puis, en 2015, il y a un événement qui va bouleverser leur plan. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le 12 décembre 2015, 195 pays signent l'accord de Paris sur le climat, avec un objectif principal, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Au-delà de ce seuil, les scientifiques du monde entier prévoient notamment la perte irréversible de certains écosystèmes, comme les coraux, les glaciers, la banquise et le permafrost. À partir de là, les entreprises pétrolières sont obligées d'adapter leur message. Elles se rendent compte qu'elles peuvent plus nier l'évidence que la planète est en train de se réchauffer. Donc elles se mettent à diffuser des discours qui pointent du doigt les coûts de l'action climatique avec des estimations exagérées. Est-ce que quelques jours d'extrême chaleur dans l'année justifient de payer 3 milliards pour généraliser la thune dans toutes les écoles? Pas 3 milliards, c'est pas 3 milliards. Ou qui font
également planer le risque pour la croissance de voir des industries se délocaliser vers des pays aux réglementations moins contraignantes. Réjouissons-nous quand même d'avoir une entreprise française dans le top 3, top 4 de ce secteur. Et surtout, ils ont trouvé une façon de parler du changement climatique sans parler de la responsabilité des énergies fossiles et de l'industrie. Une façon de détourner l'attention du public des vrais responsables pour rediriger leur action ailleurs. C'est là qu'arrive l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté, c'est l'éloge des petits gestes du quotidien. Couper l'eau quand on se brosse les dents, recycler ses pots de yaourt ou faire du covoiturage. Alors attention, on n'est pas en train de dire que ces gestes ne servent à rien et que les citoyens n'ont aucun rôle à jouer dans la transition écologique. Mais le fait d'aborder systématiquement les sujets liés à l'écologie par le prisme des gestes individuels, sur le long terme, ça permet de dépolitiser ces questions. On se brosse tous les dents, on mange tous des yaourts, finalement, est-ce qu'on serait pas tous et toutes égaux face au changement climatique ? En fait, pour résoudre le problème, on n'a pas besoin de s'organiser à l'échelle de la société, on n'a qu'à chacun faire des efforts de notre côté. Le problème avec ce discours, c'est qu'il passe sous silence les inégalités de contribution au changement climatique. Notamment les inégalités sociales. Les classes supérieures et moyennes supérieures polluent davantage que les classes populaires. Elles consomment plus, elles prennent plus l'avion et la voiture. Les classes populaires sont aussi touchées plus durement par les effets du changement climatique. En 2025, la mortalité liée à la chaleur a été 31% plus élevée dans les 10 départements les plus pauvres que dans les 10 départements les plus riches. Et passer sous silence les hiérarchies sociales, ça arrange bien les acteurs de l'obstruction climatique, parce que ça permet d'éviter qu'on se rebelle contre l'ordre social capitaliste. C'est pour ça qu'on va souvent entendre parler des solutions d'adaptation individuelles dans les médias les plus vulnérables à l'obstruction climatique. Le GIEC dit qu'il faut un grand plan de climatisation raisonné, mais il faut un grand plan de climatisation. Un autre cadrage qui permet d'éviter de remettre en question notre façon de consommer, de produire et de travailler, c'est la mise en avant de technologies innovantes. C'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Mais là encore, de nombreux scientifiques dénoncent une façon de dépolitiser les questions climatiques. Pour eux, ces technologies sont avant tout un moyen pour les industriels comme Jeff Bezos ou Elon Musk de continuer à faire du profit tout en retardant les politiques climatiques sérieuses. La force de tous ces récits, c'est qu'ils se présentent comme la seule et unique voie possible pour résoudre le problème climatique. Et pendant qu'on débat de généraliser la clim ou de cloner des séquoias, les industriels continuent de s'en mettre plein les poches. Heureusement, ce traitement médiatique-là n'a rien d'une fatalité. Bon, déjà, il faut souligner que de plus en plus de rédactions forment leurs journalistes aux enjeux scientifiques et climatiques. Ça pourrait permettre dans une certaine mesure d'endiguer la part de mésinformation climatique qui est due à un manque de formation. L'éducation aux médias et à l'information se déploie aussi grâce à des associations qui luttent contre cette désinformation sur le terrain, en faisant connaître des médias indépendants qui informent sur le changement climatique et en fournissant des outils accessibles comme PolitiFact ou Science Feedback. Et puis, à l'Assemblée nationale, certains et certaines députés s'emparent des projets portés par des associations comme Acrimed qui appellent à revoir les lois de concentration des médias pour, par exemple, interdire le contrôle des entreprises médiatiques par des firmes qui sont présentes dans d'autres secteurs d'activité économique, au hasard les énergies fossiles. Des économistes comme Julia Cagé et Benoît Huet proposent de créer un nouveau statut pour les entreprises médiatiques, le Fonds de pérennité pour les médias, qui permettrait de rendre irrévocable leur indépendance. À l'échelle internationale, une coalition d'entreprises, de médias et d'organisations de la société civile milite activement pour que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et les dirigeants des principales plateformes de réseaux sociaux adoptent une définition universelle de la désinformation climatique et reconnaissent la menace que cette désinformation fait peser sur le bon déroulement des négociations climatiques. Ils ont obtenu certaines avancées, par exemple en 2023 quand TikTok a lancé un programme de création de contenu éducatif pour lutter contre la désinformation climatique, mais à l'heure actuelle, beaucoup de plateformes rechignent à adopter des politiques permettant de contrer efficacement l'obstruction climatique. La concentration du contrôle médiatique entre les mains d'un petit nombre d'individus est un phénomène mondial qui favorise non seulement la désinformation, mais aussi des valeurs et des visions du monde qui cimentent les inégalités et la passivité des citoyens et qui entravent le potentiel émancipateur des médias de masse et des technologies numériques. La question climatique est un enjeu démocratique. Plus on regarde passivement les milliardaires faire main basse sur notre système de production de l'information, plus il sera difficile de nous protéger les uns les autres contre les conséquences du changement climatique qui fait déjà des milliers de morts chaque année en France. Si vous souhaitez soutenir notre travail et soutenir une information à la hauteur de l'urgence, vous pouvez nous soutenir financièrement en faisant un don sur notre site.